22 h sur Télé Djibouti. Bonsoir et bienvenue à vous donc dans ce bulletin d'information de ce dimanche 12 novembre. Voici les principaux titres. 9 projets de loi ont été examinés ce matin durant la conférence des présidents à l'Assemblée nationale. Voilà, donc c'était les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a présidé donc ce matin une conférence des présidents de différentes commissions en vue d'examiner plusieurs projets de loi et de les soumettre à l'approbation des parlementaires lors d'une prochaine séance plénière. Le gouvernement a été représenté à ces travaux par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Les projets de loi examinés concernaient notamment le projet de loi relative à la promotion et la protection des droits des personnes à besoins spécifiques déposé au Parlement le 22 octobre dernier, le projet de loi portant ratification donc de la convention de prêt conclue entre Djibouti et le Fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réhabilitation de la route Djurab al-Hum, le projet de loi relatif donc à la protection des droits des personnes âgées, le projet de loi portant transformation de la société djiboutienne de chemin de fer en une société anonyme et le projet de loi portant réorganisation du ministère de la Communication chargé des postes et télécommunications. Plusieurs parlementaires ont pris part à ces travaux. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu aujourd'hui également pour une visite d'adieu le brigadier général Adams, responsable jusque-là des forces américaines stationnées au camp Lemonnier et qui est appelé à assumer d'autres charges. Les discussions ont porté donc essentiellement sur les relations bilatérales et d'intérêt commun. Le président Ahmed s'est déclaré donc ravi de recevoir à nouveau le général américain et lui a exprimé sa gratitude pour le travail accompli pour resserrer les liens entre les deux pays sur tous les plans politiques et militaires notamment. Le général Adams a indiqué pour sa part que toutes ces années passées à Djibouti seront gravées dans sa mémoire. Il a en outre remercié le président de l'Assemblée pour tout son soutien donc indéfectible et à la fin de la visite, des cadeaux ont été échangés en guise de souvenir. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu aujourd'hui M. Masahisa Sato, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon. Masahisa Sato effectue actuellement une visite de travail en République de Djibouti. L'entretien s'est déroulé en présence de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai, du commandant des forces d'autodéfense japonaises positionnées à Djibouti, le capitaine de frégate Himeda, ainsi que plusieurs collaborateurs du ministre japonais. Au cours de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le ministre délégué japonais ont souligné l'excellence des relations existantes entre les deux pays. Les deux hommes ont ensuite abordé le volet de la coopération bilatérale et l'avancement donc des projets en cours d'exécution ou récemment présentés. C'est ainsi donc qu'un deuxième ferry sera prochainement livré à Djibouti. Les sujets relatifs donc au développement des infrastructures socio-économiques, la formation et la valorisation du capital humain, la dotation des gardes-côtes en moyens logistiques ont été également discutés. Les deux ministres ont salué donc le rôle crucial des forces d'autodéfense dans la lutte contre la piraterie maritime. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, a par ailleurs plaidé pour un plus grand investissement des sociétés japonaises à Djibouti. Et enfin, les deux ministres ont évoqué la question de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Également dans l'actualité, l'association Rotary Club Mer Rouge a organisé vendredi après-midi une marche de sensibilisation contre le cancer du sein avec un point de départ devant le lycée d'État de Djibouti. À travers cette action, le Rotary Club Mer Rouge vise à sensibiliser et informer la population sur le dépistage du cancer du sein. Le cancer du sein touche une femme sur 8 et est la principale cause de mortalité chez les femmes entre 35 et 65 ans. Tous unis donc contre ces maladies, la marche a vu la participation de plusieurs associations, dont des jeunes de OCS Village des enfants, des femmes de l'UNFD, également des femmes et jeunes de l'association La Caravane du Livre, mais également des personnalités politiques et des anonymes qui avaient tous à cœur de marcher pour cette bonne cause. L'événement a réuni plus de 200 personnes qui ont marché du lycée d'État de Djibouti jusqu'au carrefour de la place de l'Indépendance, ancienne place Ménélique. Et dans le cortège, l'on observait également des fillettes qui marchaient à côté des mères des familles avec le même objectif, combattre cette maladie qui tue chaque année un grand nombre de femmes dans le monde. Dédiée. Nous ne sommes pas en octobre, mais nous avons un contretemps a fait que nous avons fait cette marche aujourd'hui, mais quand même l'action a été organisée dans ce sens. J'espère qu'elle pourra l'année prochaine aussi avoir lieu et peut-être comme en France
garnir de rose toute cette place du 27 juin, comme ils le font avec la Tour Eiffel. Donc on espère, Inch'Allah. En tout cas, merci à nos amis. Je vois aussi qu'il y a la caravane qui est parmi nous aussi. Ivo, docteur. Donc merci d'être parmi nous. Je l'ai dit tantôt, SOS et l'UNFD, sans qui cette marche n'aurait pas lieu. Il y a eu beaucoup de petites et de grandes mains qui ont travaillé pour l'organisation. Donc je vais passer du temps si je les nomme une par une, mais ils se reconnaîtront, ils sont tous derrière moi. Et notre équipe donc, qui a couvert cet événement a également pu recueillir les réactions des participants à cette marche. Nous les écoutons. Bonjour, Eva, secrétaire générale du Rotary Club Mer Rouge. Nous sommes ici pour une marche contre la lutte du cancer du sein. C'est une cause qui nous touche particulièrement et qui nous tient à cœur. Nous avions déjà fait des dépistages à Oborg et Damerjog, donc ça s'inscrit vraiment dans la continuité de nos actions. Et nous sommes vraiment tous concernés, ça peut arriver aussi bien à notre sœur, notre maman, donc mobilisons-nous tous et soyons tous unis contre le cancer. Donc nous sommes ici devant le lycée d'État, mobilisés pour une cause noble qui est la sensibilisation par rapport au cancer qui touche essentiellement les femmes mais aussi les hommes, cancer du sein. On ne le sait pas assez mais des hommes aussi sont concernés et d'après l'OMS c'est aussi le cancer qui fait plus de morts dans le monde et le Rotary Club du Mer Rouge est souvent associé à cette cause et ce depuis pas mal d'années. Précédemment nous avions fait des campagnes de dépistage dans le nord et dans le sud du pays. Et aujourd'hui, pour marquer le mois d'octobre rose, nous ne sommes pas en octobre, mais pour marquer le mois d'octobre rose qui est consacré dans le monde à la sensibilisation contre cette maladie, nous avons décidé de faire cette marche. Et grâce à Dieu, beaucoup de monde sont mobilisés. Et le message, en fait, c'est de sensibiliser justement pour dire à la communauté et à notre communauté, de dire que c'est une maladie qui fait beaucoup de morts et que nous sommes là. Unis, et dans ce cadre-là que cette marche est faite, c'est vraiment pour sensibiliser les milieux de la recherche et les milieux de la santé, car comme dit le proverbe, seuls nous sommes divisibles, mais unis nous sommes invincibles. Donc c'est vraiment pour porter cette cause qui nous est chère en tant que Rotary Club, et nous sommes là ce jour justement pour cette cause. Donc vous l'aurez compris, la République de Djibouti mène un combat sans merci contre le cancer du sein chez les femmes, mais également chez les hommes, on l'ignore. Et Ali Abdullahi, bonsoir. Donc vous avez participé à cette marche aux côtés des membres du Rotary Club et de la population civile qui est venue en masse pour lui montrer leur soutien à la lutte contre le cancer du sein. Alors Ali, quels sont les facteurs pour les femmes de développer ce cancer ? Il faudrait savoir, Ahmad, que certains facteurs représentent pour les femmes un risque de développer un cancer du sein. Rappelons néanmoins qu'une grande majorité des cancers du sein surviennent chez des femmes ne présentant pas ou peu des facteurs de risque. Une première grossesse tardive survenant après 35 ans est un facteur de risque important pour le cancer du sein. L'absence de grossesse également représente un facteur de risque. Les premières règles précoces ou les menstruations, comme on les appelle sur le plan scientifique, avant l'âge de 12 ans, le sont également. Le risque s'accroît avec l'âge, notamment à partir de 50 ans. Une ménopause tardive survenant également après 55 ans est également un facteur de risque. Alors Ali, le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent et le deuxième qui touche vraiment la population après celui de la prostate. Effectivement, Ahmad, si je vous donne quelques données, par exemple sur le plan mondial, le nombre du cancer du sein augmente. Quelques 1,7 million de cas ont été diagnostiqués en 2012, soit une augmentation de plus de 20% depuis les dernières estimations en 2008. Ainsi, en 2012, 6,3 millions de femmes vivaient avec un cancer du sein diagnostiqué dans les 5 dernières années. Et alors Ali, qu'en est-il pour Djibouti ? Eh bien, sur le plan national, il est donc important d'assurer le dépistage des cancers du sein ou de l'utérus, par exemple. C'est ce qui se fait à Djibouti. Mais il faut également aider les personnes atteintes d'être prises en charge. Et pour cela, un service d'oncologie de pointe doit être mis en place à Djibouti. Merci Ali pour toutes ces précisions. Également dans l'actualité, à l'initiative de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, les 100 familles relogées dans la cité Nassib
ont reçu hier un don de vivres et autres accessoires de la part de la première dame. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, de la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa Abdi, et de la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, ainsi que du directeur général de la Fondation Droit au logement. Outre les officiels, cette cérémonie a vu aussi la participation des familles qui ont donc profité de ce don et qui étaient destinées, qu'ils ont par ailleurs tour à tour remercié la première dame pour ce geste généreux. Ces familles ont en effet reçu donc un don de vivres composé donc de lait, d'huile, des dattes, de sucre, de riz, de farine, des matériels de cuisine ainsi que des matelas et des lampes à solaire. Cette initiative donc intervient juste après que ces familles ont été relogées à la cité Nassib par la Fondation Droit au logement initiée par le président de la République Ismaël Omar Guelleh. Et enfin, ces familles donc, qui ont profité de ce geste solidaire et généreux ont rendu un grand hommage à la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, qui œuvre jour et nuit pour le bien-être des familles qui sont dans le besoin. Et la centaine de familles ayant récemment bénéficié d'un logement social à la cité Nassib, et ce dans le cadre du programme Un logement pour tous, ont réaffirmé leur gratitude au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, initiateur de ce projet. Une équipe de la RTD a pu suivre le vécu d'une famille qui a désormais un logement en dur. C'est un reportage de Samadar Saïd et un magazine de la rédaction. Il y a quelques jours, elle venait de recevoir les clés de sa nouvelle maison à l'initiative du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Aujourd'hui, elle reçoit des vivres composés d'une lampe solaire, une gazinière, de la nourriture, des draps, mais cette fois-ci, à l'initiative de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Aïcha est aujourd'hui une personne handicapée. Elle n'a pas d'enfant et son mari est décédé. Elle était dépassée par les exigences de la vie quotidienne, la douleur, le chagrin et les drames imprévus. Comment pourrait-elle se libérer de ces dédales inextricables, des difficultés et des incertitudes pour trouver la paix et le bonheur? Aujourd'hui, elle a la conscience tranquille car elle a son propre toit. Je tiens à remercier du fond du cœur le président de la République pour cette initiative et sa femme pour cette aide. Sans eux, nous ne serions pas ici. Que Dieu vous garde. Merci. Les promesses et les principes qui sous-tendent nos efforts pour veiller sur les pauvres et sur les plus nécessiteux s'étendent bien au-delà de la vie sur Terre. Nos gestes sont destinés à aider les autres. Nous ne pouvons hériter d'une pleine mesure de vie sans nous investir totalement à venir en aide aux autres durant notre vie sur Terre. C'est dans le temps que nous consacrons aux autres que nous apprenons à travers nos actions pour eux le principe d'aider son prochain. Ainsi, la solidarité est cet état d'esprit qui va au-delà des croyances et des frontières. C'est cette manifestation concrète de compassion pour les autres qui est l'idée première de la Fondation IOG. La Fondation IOG est et restera pour les plus démunis une source intarissable de bienfaits et de miséricorde. Santé à présent, une mission neurochirurgicale conduite par le docteur Dianka a débuté ses activités de consultation à l'hôpital général Pelletier. L'objectif de cette mission est de fournir des prestations chirurgicales aux patients atteints de pathologies telles que l'hydrocéphalie ou excès de liquide dans le cerveau, la malformation de la colonne vertébrale, l'hernie discale ou toute autre pathologie neurochirurgicale. Ces consultations préopératoires permettront de sélectionner les patients nécessitant des opérations chirurgicales qui faisaient défaut auparavant à Djibouti. Le ministère de la Santé lance un appel à tous les patients souffrant des pathologies neurochirurgicales à se rendre au bureau des entrées de l'hôpital général Pelletier afin de bénéficier des expertises de la mission neurochirurgicale. Il est également demandé aux patients concernés de se prémunir de leur pièce d'identité nationale, de leur carte CNSS, du dossier médical avec les bilans déjà préétablis et examen d'imagerie médicale et enfin de la lettre de référence d'un médecin. Opéré et qui donneront de très bons résultats. Et malheureusement, les gens ne sont pas très bien informés. Donc aujourd'hui, j'ai vu pas mal d'enfants qui ont des malformations, des hydrocéphalies énormes. Et plus on tarde, plus les complications sont importantes et plus le résultat s'est fait à avoir. Donc j'invite toute la population, essentiellement les enfants et même des adultes, à consulter rapidement. Santé toujours, les équipes d'hygiène du centre médico-hospitalier d'Obok et de Tadjoura ont effectué une vaste opération de pulvérisation à grande échelle dans les chefs-lieux de ces deux régions.
L'objectif de ces opérations préventives est d'éliminer donc les gîtes larvaires, prolifération des gîtes larvaires afin de prévenir la prolifération des moustiques, des mouches et de tout insecte vecteur dans la transmission des infections. Cette stratégie d'intervention multiforme de bulvérisation et d'épandage conduite sous la supervision de l'INSPD, l'Institut national de santé publique, vise à apporter des solutions appropriées et efficientes en matière d'hygiène publique, et ce pour réduire l'impact et les conséquences néfastes que peuvent générer d'éventuelles proliférations. En ces saisons de pluie, l'INSPD recommande également à la population djiboutienne de couvrir tous les récipients et d'éliminer les flaques d'eau stagnantes qui sont susceptibles d'abriter ou de contenir des gîtes larvaires et des moustiques. Enfin, conformément à un calendrier préétabli, l'INSPD poursuivra donc ses activités de pulvérisation dans les différentes localités des 5 régions de l'intérieur. Également dans l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu donc cet après-midi dans son cabinet les experts en arbitrage du football international en séjour à Djibouti. La délégation d'experts originaires de l'Afrique francophone et du Maghreb est conduite par le secrétaire général et vice-président de la Fédération djiboutienne de football. La rencontre s'est déroulée donc en présence des proches collaborateurs du secrétaire d'État. Et après les salutations d'usage où les visiteurs donc se sont déclarés enthousiastes de l'accueil chaleureux, les discussions ont porté essentiellement sur la mise à niveau des juges d'arbitres djiboutiens de football. D'où, selon le secrétaire d'État, la nécessité de formation permanente pour répondre de la meilleure façon possible aux exigences de l'évolution des lois et clauses régissant les règles du football international. Il a été question notamment donc de l'ouverture d'une école d'arbitres à Djibouti pour donner au football djiboutien les chances d'un meilleur encadrement. Les experts se sont montrés compréhensifs, répondant favorablement aux demandes de formation continue formulées par le secrétaire d'État au bénéfice des jeunes arbitres djiboutiens. Et enfin, le secrétaire d'État, remerciant donc la délégation, a indiqué que la famille de football, c'est ma famille. La maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, accompagnée des élus locaux, a rencontré donc hier la population du quartier 7, les associations des jeunes et des femmes dans le cadre d'un vaste programme de sensibilisation sur la protection des infrastructures publiques. Madame la maire, qui a été accueillie par les responsables des différentes associations, a visité donc les différents projets d'infrastructures mis en œuvre dans ce grand quartier de la commune de Boulaos, à savoir la construction d'un collège, d'une salle de gymnastique pour la gente féminine, d'une mosquée flambant neuve, ainsi que la remise à neuf de l'artère principale qui dessert ce quartier, l'avenue Nasser. Des projets donc initiés par le président de la République et son gouvernement pour améliorer le mode de vie de ces populations. Il s'agit d'infrastructures d'utilité publique financées par l'État et à travers ces actions de sensibilisation, la maire de Djibouti a mis l'accent sur la protection et la sauvegarde de ses biens publics. Et toujours donc dans le cadre de ce programme de sensibilisation, la maire de la capitale a eu une rencontre avec les représentants des associations des femmes et des jeunes ainsi que les sages du quartier 7. Les discussions donc ont porté sur la conservation des infrastructures publiques qui doit impliquer l'ensemble des acteurs de la société civile mais aussi les élus locaux. La maire de la ville de Djibouti a pris la parole durant cette assemblée après avoir écouté longuement les différentes réflexions. Ces entretiens donc ont permis de dégager une identité de vue sur ce thème et a permis de soulever les voix et moyens pour donc une prise de conscience collective. Et enfin, le conseil régional de Tadjoura a tenu hier un atelier de réflexion sur la problématique de la jeunesse. L'atelier est donc présidé par le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, qui s'est tenu donc dans un cadre idyllique et de renommée internationale, à savoir le complexe touristique du Sable Blanc, a permis de réunir plus de 100 jeunes garçons et filles représentant l'ensemble des quartiers de la Ville Blanche et des autres localités de la région. Cet atelier, donc, dont les travaux ont duré une journée, où la détente était également au rendez-vous, a permis un dialogue franc et constructif au cours duquel ont été soulevées de nombreuses questions ayant trait notamment à l'emploi. Et pour plus de précisions concernant donc les tenants et aboutissants de cet atelier, écoutons l'intervention du président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein. Et ils veulent savoir vers quel avenir ils se dirigent. Moi aussi, je me pose des questions pour la jeunesse de Tadjoura, sur leur avenir. Aujourd'hui, je vous ai réunis ici pour en débattre.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Ali. Donc Ali, nous allons nous diriger dans un premier temps en Belgique où des échauffourées ont eu lieu donc dans la capitale belge après la qualification du Maroc pour le Mondial 2018. Des voitures incendiées, des magasins pillés et 22 policiers blessés, Ali. Effectivement, donc ce qui devait être en principe un simple rassemblement Ahmad festif s'est transformé en scène de meute dans les rues de Bruxelles. Des supporters venus célébrer la qualification du Maroc pour la prochaine Coupe du Monde de foot se sont pris aux forces de l'ordre déployées sur place à l'issue de la rencontre. Pour disperser les quelques 300 fauteurs de troubles, les policiers ont dû utiliser des canons à eau. Le calme est revenu 2 heures après la fin du match. Le ministre belge de l'Intérieur donc a dénoncé ces débordements en affirmant que le vivre ensemble impliquait le respect pour les policiers. Et des élus américains donc, Ali, se sont donc mobilisés au niveau local pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais est-ce en vain, Ali? Dans les rues de Bonn, en Allemagne, donc, des milliers de personnes ont manifesté ce matin en marge de la COP 23. Elles demandent au gouvernement de faire plus d'efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Cible numéro 1 des manifestants, Donald Trump, le président américain. Pourquoi? Parce que le président américain a annoncé en juin dernier que les États-Unis se retiraient de l'accord de Paris. En réaction, outre-Atlantique, de nombreux politiques ont créé Americans Pledge, l'engagement américain, une initiative qui rassemble donc les États, des collectivités locales, des entreprises. Parmi eux, l'ancien maire de New York, Michel Bloomberg, et l'ancien vice-président Al Gore. Merci Ali pour toutes ces explications. Et à présent, nous allons vous conter une histoire. La belle histoire de l'ampoule qui brille, tenez-vous prêts, depuis 116 ans. Une ampoule électrique donc qui est allumée dans une caserne de pompiers de Californie depuis 1901. C'est une petite ampoule donc qui brille assez faiblement au plafond d'un hangar abritant des camions d'une caserne de pompiers en Californie. Elle date d'une époque où l'idée d'ampoule basse donc consommation et autres LED n'était venue à personne et où les économies d'énergie n'étaient pas nécessaires, car cette ampoule a été mise en service pour la première fois en 1901. Lorsqu'elle a été installée, c'était une simple ampoule de 60 watts branchée sur le réseau électrique de l'époque du 110 volts, veillant donc sur les camions du service d'incendie nuit et jour. Ce n'est pas le genre de lumière que l'on allume et éteint, et c'est sans doute l'une des explications de sa longévité. Pour ce qui concerne la durée de vie, l'ampoule de Livermore met au placard toute idée d'obsolescence programmée. Elle a même survécu et de loin à son concepteur, et elle brille toujours comme vous pouvez le constater vous-même. Et elle a sa webcam dédiée qui transmet une nouvelle image toutes les 30 secondes, et on peut parier qu'il faudra changer la caméra avant l'ampoule. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.